Bonjour à tous et bienvenue dans le Grand JT de l'éducation. Tout de suite le sommaire. Éco-anxiété, sobriété énergétique, covidé, instagrammable, malaisant, youtubeur. Au total, c'est 150 nouveaux mots qui ont fait leur entrée dans le DICO, dans l'édition 2024 du Larousse. Alors signe que la société évolue et que les mentalités aussi. Comment l'école gère-t-elle ces changements? On en parle dans un instant avec nos invités. Elle partage sa vie de maman solo dans une nouvelle BD. Élodie Laloum, qui a eu recours à une PMA seule, sera avec nous en deuxième partie d'émission pour en parler. Enfin, dans sa chronique, Brandon Warrett reviendra sur l'histoire des voyages scolaires, notamment des classes de neige qui fêtent cette année leurs 70 ans. Brandon qu'on retrouve tout de suite pour l'actualité en bref. Brandon, bonjour. Bonsoir Virginie, bonsoir à tous. On commence ce journal avec une vive polémique qui secoue un lycée à Torcy dans le 93. Les enseignants protestent contre leurs conditions de travail qu'ils jugent déplorables. La colère monte depuis quelques semaines et les enseignants du lycée Jean Moulin de Torcy entrent en résistance après un deuxième incident en un an à cause des travaux qui ont commencé en 2019 et qui n'en finissent plus. Le 28 mars, une partie du faux plafond était tombée sur 3 élèves causant des blessures légères. Cette fois-ci, c'est toujours le plafond qui pose problème. Jeudi, les enseignants ont une nouvelle fois exercé leur droit de retrait, obligeant l'intervention improvisée de la présidente de la région Île-de-France, Valérie Pécresse. Elle a participé à une réunion avec les enseignants et des mesures concrètes ont été annoncées. 3 salles supplémentaires aménagées ainsi qu'un préau démontable pour protéger les élèves des intempéries. Une commission de sécurité a eu lieu aujourd'hui avant la fin des travaux prévus fin 2024. Le corps enseignant se réserve toujours la possibilité de poursuivre son droit de retrait selon les résultats. Une polémique en amène une autre. Cette fois-ci, elle concerne l'enseignement supérieur. En cause, un sujet d'examen rédigé en écriture inclusive. Le sujet était proposé aux étudiants de première année de droit à l'université Lyon 2 et ce qui aurait pu rester une controverse interne s'est transformé en énorme polémique après la publication du sujet sur Twitter par le syndicat étudiant Unilyon. Les nombreux élèves reprochent certaines phrases du devoir. Tous sont de nationalité allemande ou encore elles vivent en France et ont des gamètes différents. Après la publication sur les réseaux sociaux, plusieurs politiques se sont indignés, comme Sébastien Michel, le maire d'Écully, une commune de la métropole lyonnaise, qui estime que ce sujet est avant tout un torchon de bêtises. Quant à l'université, elle a tenu, dans un communiqué, à réaffirmer le principe de liberté pédagogique des enseignants. Des professeurs et des parents d'élèves ont passé la nuit dans une école pour alerter contre la fermeture de classe. Ils étaient une centaine jeudi soir à passer la nuit dans l'école Pierre Budin dans le 18e arrondissement de Paris. Élèves, parents, enseignants, ils remettent en cause la décision du rectorat de fermer une classe dès la rentrée prochaine dans cet établissement de réseau d'éducation prioritaire. Et les enfants ne cachent pas leur colère également. La preuve avec cette vidéo enregistrée dans une salle de l'établissement transformée en dortoir de fortune pour la nuit. Une mobilisation soutenue par les élus de Paris, notamment par l'adjointe chargée de la politique de la ville, Anne-Claire Bou. Elle a relayé sur Twitter la banderole placardée sur le fronton de la mairie du 18e arrondissement. Nos enfants ne sont pas des moutons, arrêtez de les compter. À Paris, 180 fermetures sont prévues pour la rentrée prochaine, dont 56 classées en réseau d'éducation prioritaire. Une mobilisation qui ne fait que commencer selon les principaux syndicats. De nouvelles actions sont prévues dans les prochaines semaines. Et on termine ce journal avec la sortie d'une nouvelle série qui donne une autre vision du célèbre journal d'Anne Frank. Pour redonner du souffle à la mémoire de la jeune juive qui a laissé derrière elle un des plus grands témoignages de ce que fut l'horreur nazie, une lueur d'espoir raconte l'histoire de la femme grâce à laquelle le journal d'Anne Frank est parvenu jusqu'à nous. La lueur d'espoir, c'est Miep Gies, une jeune secrétaire courageuse qui n'a pas hésité un instant quand son patron Otto Frank lui a demandé de cacher sa famille durant la Seconde Guerre mondiale à Amsterdam, calfeutré sous les toits de l'entreprise familiale jusqu'à sa déportation après une dénonciation anonyme. La série explique avec pédagogie et exigence scientifique pointilleuse comment cela fut possible et les risques immenses pris par Miep Gies et son entourage sans tomber dans le pathos et le didactisme. Pour découvrir cette série événement, cette mini-série passionnante plus que nécessaire dans un contexte de retour de l'antisémitisme, vous pouvez la découvrir sur la plateforme Disney+.
Merci beaucoup, Brandon. Alors, 150 nouveaux mots ont fait leur entrée dans le Petit Larousse 2024. On va en parler ensemble avec nos invités. Bien sûr, l'impact sur nous, citoyens, mais aussi l'impact sur nos écoliers, sur l'école de manière générale. Pour en parler, je suis ravie d'accueillir Karine Girac-Marinier. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes directrice du département langue française, dictionnaire périscolaire des éditions Larousse. Chaque année, on découvre avec intérêt les nouveaux mots présents dans le Petit Larousse illustré. 150 nouveaux mots cette année. Évidemment, on va en évoquer certains, peut-être pas tous, bien sûr. Mais comment vous les choisissez, ces nouveaux mots, justement? Quel est le processus? Alors, c'est un processus assez long. En fait, on met 1 an pour faire une nouvelle édition du dictionnaire du Petit Larousse. Pendant 3 mois à peu près, on va observer les nouveautés de la langue française, c'est-à-dire les nouveaux mots et les nouveaux sens qui sont apparus. On les collecte dans des bases et ensuite on va se réunir. On va faire 3 à 6 réunions par an où en fait on va appliquer 2 critères de sélection de ces nouveaux mots. D'une part, un critère quantitatif, il faut que les mots aient été très utilisés, très fréquemment utilisés. Et puis d'autre part, un critère qualitatif, il faut qu'ils aient un usage partagé, c'est-à-dire que toutes les tranches d'âge francophones et toutes les catégories socio-professionnelles les utilisent. Très utilisé, ça veut dire à la fois dans la vie effectivement civile, mais aussi par exemple sur les plateaux, dans la presse et aussi sur les réseaux sociaux. Tout à fait, c'est très important pour nous. En fait, on utilise beaucoup la presse et les médias généralistes, la télévision, la radio, Internet, parce qu'en fait, c'est le signe quand les journalistes utilisent un mot que leurs lecteurs, leurs auditeurs vont croiser ce mot et que du coup, nous, il faut qu'on le définisse dans le dictionnaire. Vous nous donnez beaucoup trop d'importance, vous savez, parce que si on dit des bêtises, après c'est foutu. Combien de mots habituellement rentrent dans le dictionnaire chaque année? Là, je l'ai dit 150 pour l'édition 2024, mais de manière générale. 150. Systématiquement. En fait, on essaye de s'obliger à ce quota, à peu près, de 150 nouveaux mots essence, parce qu'en fait, ça nous oblige à éviter les effets de mode, les mots qui seraient poussés par l'actualité, mais qui ne resteraient pas. L'idée, vraiment, c'est qu'un mot rentre parce qu'il commence à être très utilisé et parce qu'il va être utilisé pendant 20, 30, 100 ans, peut-être. Alors, vous dites on décide, on le fait. C'est qui le on? Parce que vous n'êtes pas seul, j'imagine, à choisir ces nouveaux mots. Nous sommes une quarantaine, en fait. On a une vingtaine de personnes en interne chez Larousse qui participent à ces choix des nouveaux mots. Et on a une vingtaine de conseillers en externe qui sont plutôt spécialisés dans des domaines du savoir. On a par exemple des médecins pour toute la partie évidemment médecine, on a des juristes, on a voilà, toutes les différentes disciplines de la culture générale qui sont représentées par nos conseillers. Si certains entrent dans le dictionnaire, d'autres partent? Alors là, je vais vous décevoir, mais non. En fait, d'une année sur l'autre, en fait, aucun mot ne sort du dictionnaire. On a plutôt tendance à accumuler. Donc on va avoir des dictionnaires d'ici une dizaine d'années qui vont faire cette taille-là? Il a déjà beaucoup grandi, en tout cas, depuis sa naissance. Ce dictionnaire, il a doublé de volume. Naissance 1800? Alors, 1905 sous le nom Petit Larousse, mais en fait, en vérité, 1856 sous le nom Nouveau Dictionnaire de la langue française. Et donc, il a doublé de pagination, doublé de volume et de format. Bon, alors les mots, évidemment, on les attend. Alors, je vous l'ai dit en début d'émission, on avait Instagrammable, on avait Covidé. On voit bien que ces mots-là, finalement, sont des mots qui sont en lien avec l'actualité, sont le reflet de l'actualité. Bien sûr, en fait, le dictionnaire, c'est vraiment comme un sismographe ou comme un photographe, en fait, de l'évolution de notre monde. Des nouveaux mots apparaissent pour désigner de nouvelles réalités auxquelles nous sommes confrontés. Et évidemment, la pandémie a poussé l'apparition d'un certain nombre de mots et je dois dire que nous pouvons être très fiers de la langue française parce qu'en fait, les Français ont beaucoup créé de nouveaux mots, de nouveaux sens lors de cette pandémie, ce qui n'est pas forcément le cas d'autres pays, notamment par exemple les Italiens qui ont utilisé beaucoup d'anglicismes. C'est un peu moins le cas chez nous. Alors justement, on va y venir aux anglicismes, mais vous dites que c'est bien de pouvoir évidemment faire naître de nouveaux mots, d'en créer, mais est-ce que c'est pas aussi une façon de créer des mots qui veulent un peu rien dire et qui donnent des formes d'expression un peu banales? Est-ce qu'on ne rentre pas aussi dans un langage qui n'est pas très clair finalement en créant ces nouveaux mots-là? Alors c'est vrai qu'il y a parfois des créations de mots valises, mais en fait on constate souvent plutôt des créations qui sont très intéressantes et surtout en fait dans la mesure où on applique les critères quantitatifs et qualitatifs, si vous voulez, nous on va garder le meilleur et donc des choses qui seraient soit trop mode, trop liées à la mode, soit trop qui ne vont pas rester, ne feront pas leur entrée dans le dictionnaire.
Alors les anglicismes, vous en parliez. Moi, j'avais noté quand même pas mal d'anglicismes malgré tout. Flex office, webinaire, boboisé, je ne sais pas si c'est un anglicisme. En tout cas, Nutri-Score, on peut dire. Voilà, plein de mots finalement qui viennent de l'anglais et qui apparaissent dans le dictionnaire français. Certains sont contre ou pas? Les linguistes français? Alors, je dirais pas tellement contre, certains regrettent que ce soit un peu le cas, mais en fait pas contre parce qu'ils comprennent bien, d'une part, le fait que le dictionnaire étant une photographie de la langue, si vous n'avez pas de mot français qui a, dès le départ, suppléé un mot anglais, on est obligé, dans la mesure où le mot anglais est très utilisé, que tout en chacun en entend parler, on est obligé de le définir. Donc les linguistes comprennent très bien ce point. Et cette année particulièrement, je dois dire qu'il y a plusieurs linguistes qui ont salué quelque chose que nous avons fait dans le Petit Larousse, c'est que nous avons indiqué que c'était un emploi déconseillé. Et nous avons systématiquement, ce que nous faisions d'habitude, mais on mettait peut-être moins l'accent dessus, on a systématiquement donné en fait les recommandations officielles qui ont été créées, soit par la commission de terminologie française, soit par la délégation aux langues de France. Oui, c'est le cas, effectivement. Je l'ai vu pour Flex Office. Vous préférez dire, en fait, bureau nomade. Tout à fait. Oui, voilà. C'est une façon aussi de se réapproprier, finalement, la langue française et les mots de la langue française. Est-ce que c'est seulement l'anglais qui est le plus adapté à la langue française ou il y a d'autres langues, finalement, vivantes qu'on utilise aussi et qui sont réadaptées à la langue française? On a beaucoup d'emprunts, notamment cette année, vous avez vu en gastronomie, on a le bimbam qui vient du Vietnam, on a également le mochi qui vient du Japon, donc ces petits desserts. On a le bibimbap qui vient de Corée, oui, et le banh mi qui vient du Vietnam. Donc vous voyez, on a beaucoup d'emprunts. Et en fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'une langue, elle est vivante à partir du moment où elle emprunte. Si nous n'empruntions plus, on pourrait se poser des questions sur notre langue. L'important, regardez le latin par exemple, il n'y a plus d'emprunt et c'est une langue morte. Donc l'important, c'est qu'après le français soit très dynamique et qu'on puisse vite supplanter les anglicismes. Et c'est aujourd'hui, je trouve, ce qui est fait et ce qui se fait de plus en plus vite. Les commissions de terminologie travaillent très vite, proposent des recommandations officielles, je crois à peu près tous les trimestres. Il y a des listes de mots qui sortent tous les trimestres. Donc il y a un vrai travail là-dessus et je crois aussi que la langue française est très vivante, très créative. On l'a vu pendant la pandémie, mais on le voit au quotidien. En fait, il y a beaucoup d'anglicismes qui sont assez vite supplantés. Par exemple, vous parliez de greenwashing. Moi, j'aime beaucoup la notion de verdissement de façade qui, je pense, va prendre le pas assez vite sur le greenwashing. C'est un peu désuet, finalement, les anglicismes? Il y a un petit côté, c'est assez drôle, parce que les anglicismes, au début, font un tout petit peu de tendance. Il y a un petit côté, on est un peu nouvelle technologie, on est un peu dans le coup. Voilà, voilà. Ouais. Et puis, en fait, c'est vrai qu'assez vite, au bout de, je dirais, peut-être 5 ans, ça peut devenir un peu vieillot, un peu démodé, et du coup... c'est mieux d'utiliser les mots français qui ont supplanté. On a vu des mots canadiens, donc francophones, oui, qui ont été beaucoup utilisés, notamment un que j'aime bien, qui est divulgaché, oui, à l'inverse de spoiler, qu'on utilisait encore il y a quelques années, et maintenant qui fait son entrée. Voilà, on ne divulgage pas, effectivement. La fin d'une série. Voilà, la fin d'une série. C'est vrai qu'on pourrait aussi peut-être un peu plus prétendre à aller voir chez nos voisins canadiens, québécois. Nous, on y va beaucoup. Peut-être belges. Tout à fait, oui. En fait, le Petit Larousse fait vraiment la part belle aux mots de la francophonie. Donc, chaque année, on rentre des mots qui viennent du Québec, de Suisse, de Belgique, d'Afrique également, du Maghreb. Donc, il y a tout un travail dessus. Et je dois dire qu'en fait, le bassin francophone, en général, est très dynamique. Donc, il y a plein de nouveaux mots. Il y a la déplumeuse aussi cette année qui nous vient d'Afrique, qui est très jolie aussi. Alors, justement, on parlait de ces mots qui rentrent dans le Larousse, enfin dans le Petit Larousse, pardon, qui sont souvent, effectivement, le reflet de l'actualité, qui représentent les mots de la société. Bien entendu, un sujet qui a été vraiment très important, notamment lors de la présidentielle, c'est le sujet de l'environnement, du climat. Donc, beaucoup de mots, effectivement, sur les enjeux environnementaux sont sortis. On va, par exemple, en évoquer un. Vous avez parlé de greenwashing tout à l'heure. Il y a l'éco-anxiété. L'éco-anxiété, c'est pratiquement dans chaque quotidien le matin, on parle d'éco-anxiété. Il fallait absolument, évidemment, qu'il arrive dans le dictionnaire, ce mot-là. Oui, parce qu'en fait, c'est un mot, enfin, c'est vraiment une réalité qui
touche aujourd'hui beaucoup d'enfants, beaucoup d'adolescents qui sont très concernés par cette crise écologique et qui en ont du coup beaucoup d'inquiétude et beaucoup d'anxiété. Donc c'est vraiment un phénomène que l'on constate. Et donc effectivement, le mot a fait son entrée cette année. Oui, parce que voilà, c'est pour ça que je voulais y venir aussi, parce que vous avez une petite flèche qui indique « Cette peur chronique d'une catastrophe écologique irréversible touche surtout les 18-24 ans ». Oui. Ça veut dire qu'en fait, vous l'avez fait rentrer parce que c'est une peur chronique et qu'il fallait en parler, ou parce que vous vous rendez compte aussi que finalement l'éco-anxiété est partout, puisque ça a été quand même un des sujets principaux, je veux dire, avec évidemment l'inflation, le pouvoir d'achat, le chômage, etc. Mais l'écologie, le sujet environnemental, c'était un sujet principal pour l'élection, à la fois présidentielle et les législatives. Tout à fait, et c'est surtout en fait un sujet principal de notre vie. Aujourd'hui, notre société est complètement touchée. Tout le monde est conscient de ces problèmes environnementaux. Pas que les 18-24 ans, donc. Tout à fait. C'est eux, ça vient d'eux au départ. C'est pour ça que le mot est apparu plutôt pour ces générations-là. Mais aujourd'hui, ça touche tout le monde, ça touche les plus jeunes, et puis quelque part, ça touche tout un chacun. C'est pour ça qu'aussi, à l'inverse, on a aussi des mots qui sont entre guillemets plus citoyens, plus positifs, où en fait on essaie de trouver des solutions pour régler ces problèmes, ou les limiter en tout cas, ces problèmes environnementaux, comme par exemple la Vélorussion, ou les mobilités douces. La quoi, redites-moi ça. La Vélorussion. Ah, j'ai pas vu celui-là. La révolution du vélo. Ah oui, la Vélorussion, exact, oui, je le vois, voilà. Un mouvement international visant à promouvoir le remplacement des moyens de transport à moteur, y compris électriques donc, par l'utilisation du vélo et d'autres moyens de déplacement non polluants. Sachant que le trottinette, c'est fini à Paris. Ça y est. Mais le vélo reste. D'accord, donc la Vélorussion, oui. Alors ça, par exemple, je suis assez étonnée que ça rentre dans le dictionnaire. On l'a beaucoup constaté. En fait, c'est un mot qui a été extrêmement employé et qui a été employé avec un usage partagé par une majorité de francophones, en fait. Donc, c'est pour ça qu'il fait son entrée dans le dictionnaire. Il y a un autre mot qui m'a interpellée, c'est réensauvagement. Parce que, heureusement que le dictionnaire est là pour rétablir effectivement la définition propre des mots, car il a été beaucoup utilisé à des fins politiques. Et donc, je me disais, mais ça y est, il arrive, zut, mais vite, reprenons la définition, et heureusement, vous y venez. Voilà, il ne s'agit absolument pas, contrairement à la définition politique de ce terme, en fait, il s'agit vraiment là de remettre au cœur de nos campagnes, de nos forêts, des espèces qui sont parfois en voie de disparition, donc des espèces animales. Et donc c'est ça le réensauvagement, c'est le fait, c'est un geste en fait citoyen en quelque sorte pour que la nature puisse se réensauvager et que des espèces qu'on avait vues disparaître, comme le loup par exemple, puissent être réintroduites. Alors bien sûr avec des limites, etc. Voilà, pour que les agriculteurs en même temps n'aient pas non plus de soucis de leur côté. On retrouve bien entendu des mots qui sont en lien avec des mouvements de pensée, par exemple le mot antisexisme, qui maintenant est préféré au mot féminisme. Tout à fait. Oui, on a constaté beaucoup d'emploi du mot antisexiste ou antisexisme. C'est vrai que c'est un peu plus large que le féminisme. Le féminisme, évidemment, c'est pour éviter la discrimination envers les femmes. L'antisexisme, c'est pour éviter toute discrimination liée au sexe ou au genre. Donc voilà, c'est un peu plus large et c'est très, très employé. Et donc on a besoin, oui c'est ça aussi, de se dire à un moment, le dictionnaire est là pour rappeler en fait finalement les définitions. Alors ça paraît évident pour vous, mais peut-être qu'on a moins cet automatisme d'aller finalement dans le dictionnaire pour voir la définition, puisqu'on est toujours sur nos smartphones ou sur nos ordinateurs. Alors pourquoi ces dictionnaires sont-ils encore utiles? On en revient à la question principale. Alors, le dictionnaire, il est très utile, vous l'avez dit, parce qu'en fait, quelque part, c'est un ouvrage où, en fait, on a l'essentiel de notre langue. Tout est défini. Et c'est un outil fondamental, d'une part, parce qu'il sert à retenir l'orthographe. Quand vous cherchez un mot, vous êtes actif dans le dictionnaire. Si vous oubliez le H à haricot, vous ne trouvez pas haricot. C'est arrivé à mon fils, du coup, maintenant, il a retenu qu'il y avait un H à haricot. Donc, c'est très important de chercher, d'être actif. Sur Internet, on a la complétion automatique qui fait que, en fait, vous mettez le début du mot et puis la fin se complète, ou il y a des choix qui vous sont proposés. Donc, pour retenir l'orthographe, c'est très important. Et puis surtout, vous avez les différents registres de langue. On vous dit si c'est familier. Si c'est familier, souvent vous avez une recommandation qui vous dit à ne pas utiliser dans toutes les circonstances, notamment dans une copie du bac, par exemple. Donc, c'est vraiment un outil très important. Et puis, par ailleurs, le sens est bien établi, le sens, il est vérifié. Donc, on ne peut pas faire dire n'importe quoi au mot. Et donc, c'est un outil, je dirais, un peu républicain,
parce que tout est très bien défini, avec beaucoup d'objectivité et de nuances. Et ce qu'il y a d'utile aussi dans le dictionnaire, c'est qu'il y a beaucoup de remarques de langue et d'encadrés encyclopédiques qui permettent de mieux comprendre certaines choses. Donc parfois, ça peut être sur des notions un peu philosophiques, politiques, où justement on va nuancer un sens. Et puis d'autres fois, ça peut être par exemple sur des astres astronomiques, ou ça peut être aussi sur les organes, par exemple, du corps humain. On va donner des explications. Donc le dictionnaire, c'est à la fois l'outil fondamental pour maîtriser la langue et pour aussi pouvoir avoir un métier, passer des examens. Et puis, c'est évidemment un outil pour maîtriser l'orthographe. Et puis surtout, c'est une ouverture sur le monde, sur la culture. On passe de la recherche d'un mot à un encadré, à une planche sur les grands philosophes ou sur l'art africain. Donc voilà, c'est une grande ouverture sur le monde. Et puis ça permet aussi de structurer sa pensée finalement, à partir du moment où justement on ne se trompe pas sur la définition, sur le sens des mots. Parce qu'on le sait, les mots ont des sens très très différents. Et tout à fait. D'un dictionnaire. Tout à fait. Et notamment, je dirais que c'est l'avantage du Petit Larousse. Il y a quelque chose qui est vraiment très intéressant dans le Petit Larousse, c'est que tous les sens sont classés du plus général au plus précis. Donc le premier sens, on ne peut pas se tromper. Quand le premier sens est défini, si on utilise le mot dans ce sens-là, on sait qu'on l'utilisera dans son sens le plus répandu. Et à l'inverse, quand on va descendre en lisant toutes les différentes définitions des différents sens, on va aller sur des choses plus techniques, plus spécifiques. C'est un grand avantage parce que du coup, ça permet une vraie maîtrise de la langue française pour des publics plus jeunes, des enfants, des adolescents, qui ont besoin d'avoir quelque chose de très clair et de très lisible. Ces petits encadrés là qui figurent par exemple, si je lis le mot colonie, on a la définition effectivement, enfin les définitions de ce que peuvent être une colonie, puisque c'est un nom féminin, on voit N pour ceux qui ne savent pas, un point F, donc nom féminin. Donc un territoire occupé, administré par une nation étrangère et dont il dépend sur le plan politique, économique et culturel. Deuxième définition, groupe d'expatriés ou de descendants d'expatriés installés dans un autre pays, pour y fonder une cité et exploiter le territoire, leur implantation. C'est là où je vois que j'ai besoin de lunettes, hein, ça commence à être petit pour moi. 3, ensemble de personnes d'un même pays, d'une même région, résidant dans un pays étranger, dans une autre région. La colonie bretonne de Paris, par exemple, on pense à Marine qui travaille avec nous. Petit 4, groupe d'animaux de la même espèce, ayant une vie collective, égalitaire ou hiérarchisée. Puis, colonie de vacances et autres. Après, on arrive aux adjectifs. Colonisable, colonisateur. Colonisation, puis l'encadré, la colonisation européenne s'est faite en 2 grandes phases. Et là, une explication assez courte, assez brève, mais qui resitue sur le plan vraiment culturel, sur le plan historique. Tout à fait. Voilà, de ce qu'est la colonisation. Ça fait depuis combien de temps qu'on a ces petits encadrés Je crois que les petits encadrés étaient quasiment dans les premières éditions du nouveau dictionnaire de la langue française. Pierre Larousse y tenait beaucoup, parce qu'en fait, c'est un ancrage culturel. Vous savez que Pierre Larousse, c'est vrai que ça a été le grand créateur de ce dictionnaire, qui était le premier à être en format poche et en un seul volume, alors qu'à l'époque, il existait des dictionnaires de langue française en différents volumes. Mais ça a été aussi le grand créateur de l'encyclopédie française avec le dictionnaire encyclopédique. Du coup, il avait toujours en tête à la fois la notion, puisqu'il était instituteur, lui, donc il avait toujours en tête de faire progresser la connaissance et la maîtrise de la langue française par les élèves, mais il avait toujours en tête aussi le fait de les faire devenir de vrais citoyens et du coup de leur apporter le maximum possible de savoir encyclopédique. Donc je pense que c'était dès le départ et que bien sûr on a renforcé les choses, et c'est vrai qu'aujourd'hui vous avez pour beaucoup de notions des encadrés parfois scientifiques, mais d'autres plus historiques, politiques parfois, philosophiques parfois. On apprendrait finalement quelques pages du dictionnaire tous les jours, on aurait toutes les notions essentielles finalement en tant que futur citoyen. Je pense qu'on serait très très cultivé, oui. Très très cultivé. Combien de mots en tout sur un dictionnaire, vous savez 64 000 à peu près. 64 000 mots. Sur la partie non commun. On en utilise à peu près combien par jour Par jour, pardon, en général pour un citoyen classique. C'est un citoyen classique, je dirais à peu près entre 15 et 20 000. Mais classique. Dit-on. Oui, classique. Oui. Beaucoup de personnalités aussi font leur entrée finalement dans le dictionnaire. Alors on a vu, il y a Stromae, Karine Viard, Stella McCartney et bien d'autres. Comment vous choisissez les personnalités ? Alors pour les personnalités, c'est un petit peu différent. En fait, ce qui compte beaucoup pour nous, c'est le parcours, leur carrière. Il faut que leur carrière ait été très importante. Évidemment, c'est souvent des personnalités qui ont au moins une vingtaine d'années de carrière
Il faut une ancienneté. Il faut une ancienneté, bien sûr. Il faut une renommée à la fois francophone et également internationale. Il faut avoir la reconnaissance de ses pairs, c'est-à-dire avoir eu, par exemple, des grands prix quand on est une actrice ou des grands prix de littérature quand on est un écrivain. Voilà, tout ça importe beaucoup et on a également des gens, par exemple on a Michel Goujon qui fait son entrée cette année dans le dictionnaire, un grand chef étoilé, un 3 étoiles, donc on a voilà, beaucoup de gens dans les différentes disciplines du savoir, on a aussi des sportifs, mais à chaque fois le point c'est d'avoir vraiment œuvré pour vraiment avoir un parcours important dans la discipline que l'on représente. Et peu importe effectivement leur origine. Complètement. Voilà, on n'a pas besoin que ce soit français ou pas. Non, mais je le répète, pour tous ceux qui là, c'est un dictionnaire effectivement de la langue française, mais on parle de langue française, non pas de nationalité. J'ai vu que IAM venait de faire leur entrée dans le dictionnaire. Pourquoi si tardivement? Parce que ça fait longtemps qu'ils existent quand même, IAM. Alors, parce que ce qui compte aussi, c'est vraiment le fait que... oui, le groupe de rap. C'est le fait justement d'avoir une grande carrière et toujours cette idée aussi de toucher toutes les générations. Bien sûr que IAM a touché les générations des années 80, mais ce n'était pas forcément le cas des plus jeunes générations qui redécouvrent en ce moment le rap. Aujourd'hui, le rap et la musique hip-hop ont un énorme succès. Et aujourd'hui, du coup, des groupes comme IAM sont connus de toutes les générations. Et c'est ça qui nous a semblé important. Et puis, ce sont à la fois des précurseurs, mais aussi aujourd'hui des symboles de ce courant musical. Il y a des expressions de jeunes, si je puis dire, ça fait vraiment vieille boumeuse quand je dis ça, c'est affreux, mais bon, c'est la réalité qui rentre dans le dictionnaire. Par exemple, être en PLS. Alors, la position latérale de sécurité, on la connaissait, mais on ne connaissait pas l'expression finalement. C'est devenu une expression très utilisée. Très utilisée, voilà. Au début, c'est venu des jeunes, je dois dire. Et puis aujourd'hui, ça touche tout le monde. Moi, j'ai entendu beaucoup de cinquantenaires utiliser l'expression. Donc, ça touche absolument tout le monde. Et effectivement, c'est assez drôle parce que c'est un sens très figuré. Donc, pour dire qu'on est surpris, choqué, des parents peuvent être surpris, peuvent être en PLS à la réception du bulletin de leur enfant, par exemple. Alors, il y a le petit Larousse, mais il y a aussi, je ne sais pas si on peut dire concurrent, disons voisin, c'est le petit Robert. Pourquoi toujours deux dictionnaires? Est-ce qu'il y en a un qui va être plus, par exemple, sur les sciences humaines et l'autre sur l'aspect scientifique? Pourquoi coexistent deux dictionnaires? Je crois que c'est l'histoire, en fait, de la langue française. En fait, le petit Larousse a apparu en 1856. Le petit Robert est apparu dans les années 1968. Et c'est intéressant parce que ce sont deux dictionnaires qui n'ont pas la même approche. J'en parlais tout à l'heure, dans le Petit Larousse, où vous avez une approche vraiment du sens le plus général au sens plus spécifique. Ce n'est pas le cas du Petit Robert, qui est un dictionnaire plutôt historique de la langue, c'est un dictionnaire structuraliste. Donc en fait, tous les sens, il n'y a pas de hiérarchisation des sens, si vous voulez, c'est vraiment par rapport à l'histoire des mots et l'histoire de l'apparition des sens. Donc du coup, c'est un dictionnaire qui s'adresse peut-être à des gens peut-être plus érudits, notamment c'est un dictionnaire qui aime les écrivains, mais il faut avoir une certaine connaissance en fait de la langue française pour bien pouvoir manipuler le petit Robert. La ville de Pantin, qui s'est surnommée Pantine, ça veut dire qu'on va parler écriture inclusive pour cette dernière question. Est-ce qu'il va y avoir de l'écriture inclusive, il va rentrer dans le dictionnaire, ou quid de l'écriture inclusive face au petit Larousse? Alors, pour l'instant, c'est pas tellement un sujet parce que l'écriture inclusive, elle est plutôt utilisée dans les organes de l'État, en fait. Elle est utilisée au collège, au lycée. Oui. Un sujet, là, qui a fait justement parler de lui parce qu'il était écrit en écriture inclusive. Donc peut-être qu'il faudrait y penser pour le dictionnaire, je ne sais pas. Nous, on a des féminisations des mots parce que, par exemple, pour les métiers, il y a évidemment des métiers qui n'étaient strictement que masculins précédemment et qui aujourd'hui sont des métiers aussi féminins. Donc, dès qu'un métier se féminise, on le fait rentrer dans le petit Larousse. Pour l'écriture inclusive, pour l'instant, on n'en parle pas forcément. Enfin, on l'envisage pas parce que, en fait, c'est plutôt un usage, si vous voulez, qui ferait que dans les rédactions, on peut avoir de l'écriture inclusive. Dans le dictionnaire, c'est un peu compliqué. Oui. On définit les mots, donc si vous voulez, ça a moins de sens. Par contre, la féminisation des mots, bien sûr, fait partie du dictionnaire. L'orthographe, pardon, dernière question, je sais, j'abuse, mais l'orthographe, vous le disiez, c'est très important. On voit qu'il y a des gros problèmes d'orthographe à l'école. Encore une fois, quelle est la manière, l'utilisation que les professeurs peuvent en faire de ce dictionnaire chaque jour pour les enfants qui, normalement, doivent s'équiper tous d'un dictionnaire pour aller à l'école et qui, en fait, souvent le laissent à la maison?
Alors, c'est vrai que ça fait partie de l'enseignement, notamment du primaire et aussi du collège, de faire des cours sur la manipulation du dictionnaire. Je pense qu'il y a beaucoup d'enseignants qui sont très attachés au dictionnaire et je sais qu'ils font des chasses ou des courses aux mots. Ils donnent un mot et c'est à celui qui le trouvera le plus vite dans le dictionnaire. Je pense que c'est très bien parce qu'une fois de plus, ça rend actif en fait et ça fait manipuler le dictionnaire, ça fait comprendre les différents registres de langue. Ça, c'est très important parce que la confusion vient souvent ça dans l'emploi de la langue du fait qu'on va confondre le figuré et un sens plus premier, et puis également le familier avec ce qui n'est pas familier. Donc il faut faire attention à ça. Donc ça, c'est bien de manipuler. Et puis lire. Donc lire le dictionnaire, travailler en classe avec le dictionnaire, et puis surtout prescrire beaucoup de lectures, parce qu'on sait, voilà, c'est un point vraiment sur lequel il y a eu beaucoup d'analyses. Plus on lit, moins on fait de fautes d'orthographe. En fait, inconsciemment, la mémoire retient l'orthographe. Donc il faut beaucoup, beaucoup lire pour essayer de faire moins de fautes d'orthographe. Mais peut-être que l'orthographe se simplifiera avec le temps, on verra aussi, et donc du coup, il y aura un impact sur le dictionnaire. Merci en tout cas, Karine Girac-Marinier, d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes directrice du département langue française, dictionnaire périscolaire des éditions Larousse. Merci d'avoir été avec nous. Merci à vous. On marque une pause, on se retrouve. De retour sur le plateau du Grand JT, je suis ravie d'accueillir Élodie Laloum. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Avec plaisir. Vous êtes l'autrice de cette BD que j'ai entre les mains et que je vous recommande, qui vient de sortir aux éditions Duno. Ça s'appelle « Ma vie de maman solo ». Tout est dans le titre. Ça raconte votre histoire, le parcours d'une mère célibataire qui a eu recours à une PMA. Vous avez 30 ans, vous pensez avoir un enfant, mais la vie avance, comme beaucoup de femmes. Vous pensez à votre travail, à votre énergie, à vos amis, à votre famille. Et puis, vous faites 2 IVG, suivi d'une longue période de célibat. Et tout d'un coup, à 35 ans, vous vous dites... Ouais, je me dis, aïe, le créneau commence à être serré. L'horloge biologique parle chez nous, les femmes. Et donc, je me dis peut-être qu'il est temps de penser à faire un enfant toute seule, ou en tout cas à répondre à ce désir de maternité d'une façon ou d'une autre. Donc, je commence d'abord par... m'attacher à la question de l'adoption avant de penser à la PMA, ce qui me paraît assez logique, étant donné que je suis une femme célibataire. Je me dis, il doit y avoir beaucoup d'enfants qui n'ont pas de parents, qui sont orphelins et qui attendent quelque part d'avoir des parents adoptifs. J'aimerais faire partie de ces heureux élus. Donc je fais le parcours pour aller vers l'adoption, ce qu'on appelle l'agrément. Et puis, à un moment donné, la BD démarre par ça. La dame qui est en charge des dossiers pour l'agrément me dit, écoutez, Élodie, vous êtes au courant, les femmes célibataires passent après les couples hétéros et après les couples homo, donc en tout dernier. Et vous aurez... Et la question de l'âge aussi. Oui, exact, la question de l'âge. Et puis, vous aurez un enfant qui aura minimum 7-8 ans et probablement avec un handicap physique ou mental. Et là, je me dis, ah oui, là... Par contre, ça devient quand même très, très compliqué. Non, en fait, je ne me sens pas capable alors d'adopter dans ces conditions-là. Donc ça, ma réflexion sur la PMA démarre, je dirais, par la non-possibilité en fait, d'adopter de façon classique. Voilà. Est-ce que vous avez un sentiment un peu d'injustice de ne pas être finalement au même rang que tous ces couples qui sont devant vous? Pour être honnête, oui. Oui, voilà. Est-ce que vous vous sentez finalement mère solo, mère célibataire? Pourquoi moi, je suis finalement désavantagée? Oui, alors après, je comprends que dans le schéma sociétal, on préfère donner un enfant 2 parents, parce que c'est vrai que la BD le montre après. C'est vrai que c'est pas tous les jours facile quand même d'être un parent solo, mais en même temps, il y a plein d'enfants qui le sont, enfants de parents solo qui l'ont pas forcément désiré. Donc oui, je suis un petit peu surprise, et puis surtout, je suis aussi très consciente quand même de effectivement cette difficulté. Je me dis, vous savez, dans les adoptions, en fait, il y a que 50% des adoptions qui marchent. Donc déjà, on le dit jamais. Mais je veux dire, en fait, ça ne matche pas forcément, ni pour l'enfant, ni pour les parents. Donc, je sais que c'est déjà un chemin compliqué. C'est une double peine pour l'enfant, bien évidemment, qui a déjà vécu un abandon ou un drame. Double traumatisme, exactement. Donc, voilà. Donc, oui, je me sens un petit peu lésée, mais je rebondis assez vite sur la PMA et l'insémination artificielle avec donneur anonyme. Alors, c'est ce que vous racontez évidemment dans cette BD, je recommande donc, Ma vie de maman solo. Donc il y a cette première phase effectivement où vous cherchez d'abord à adopter, puis vous vous rendez compte que c'est un petit peu difficile et que c'est pas forcément le projet que vous avez. En tout cas, vous voulez un bébé qui soit vraiment tout petit, qui soit à vous, qui prenne vos codes finalement et qui puisse
puis mettre votre empreinte, si je puis dire, c'est ça. Créer une vraie famille. Et donc, vous pensez à la PMA. Racontez, à quel moment vous pensez à la PMA? Comment ça se passe? Alors, en fait, je rencontre, j'ai dans mon entourage un couple d'amies lesbiennes américaines qui me parlent de leur envie d'avoir un enfant et qu'elles ont déjà commencé un petit peu à chercher sur Internet et elles vont faire appel à des dons de sperme en ligne dans une banque de sperme danoise. Et je me dis, ah bon, mais waouh, c'est hyper moderne. Je ne savais pas qu'on pouvait faire des bébés comme ça et tout. Donc, en fait, c'est elle qui commence à me mettre dans la tête cette idée d'insémination. Évidemment, c'est un long processus. C'est presque 2 ans et demi de réflexion quand même, entre 33 et 35 ans, avant de le faire pour de vrai. Il faut vraiment analyser tout. Donc, pendant 2 ans, je vais chercher où est-ce qu'on le fait. Alors, en Espagne, en Belgique, quels sont les avantages en Espagne et les autres en Belgique? Est-ce que mon corps est prêt? Est-ce que tout est OK? J'arrête de fumer, j'achète un appartement plus grand. Vous voyez, il faut d'abord mettre... C'est une organisation quand même, en fait, l'air de rien. Donc, il y a plein d'éléments que je décide de mettre en place. Et puis, je décide d'aller à Bruges. Effectivement, c'est le choix qui me paraît le plus près. On vous dit tellement au dernier moment, c'est le moment pour l'insémination, que je me dis, mais je ne peux pas prendre un avion, aller jusqu'à Barcelone, comme ça, dans les 4 heures. J'ai déjà une agence de relations presse que je dirige depuis, donc j'ai quand même des petites responsabilités professionnelles qui font que je ne peux pas non plus me dédouaner comme ça de ma casquette pro en 2 minutes. Donc voilà, je me dis que la Belgique, c'est un peu plus près, le Thalys marche bien, et voilà. Et donc je vais à Bruges et je fais tout le dossier là-bas. Mais avant de vous rendre en Belgique, vous avez discuté avec des professionnels en France de santé? Oui, ma gynéco. Ma gynéco, alors en fait, ma gynéco, elle m'aide à préparer mon corps à faire une insémination. C'est-à-dire, on se booste, on fait des piqûres dans le bidou pour être au top au niveau hormones. Mais par contre, comme c'est totalement illégal à l'époque, elle ne peut pas aller plus loin que ça. Elle peut juste m'accompagner d'un point de vue médical pour que l'insémination ailleurs puisse se faire. Mais elle ne peut pas aller plus loin. Hein. Sinon, elle ne pourrait plus être gynéco, quoi. Donc, vous arrivez à Bruges, vous prenez un train. Ouais. Et là, le vide. Là, je présente un dossier. Donc, je suis vraiment assez impressionnée, d'ailleurs, hein, en fait. Il y a une double page dans la BD sur l'entretien avec le psy à Bruges, qui est assez drôle, parce que vraiment, je réunis toutes les questions qu'il m'a posées. Donc évidemment, il commence par balayer d'abord d'un point de vue médical. Est-ce que vous êtes apte à recevoir une insémination, dans le sens pas de soucis dans les trompes, je sais pas, non, enfin bref. Sur le côté purement physique, voilà, exactement. Et puis après, il y a le côté psychologique qui est vraiment bien analysé. C'est très intéressant les questions qu'il pose, parce que vous-même, vous êtes déjà en train de balayer tous les questionnements que vous pourriez avoir, financiers, logistiques, spirituels, intellectuels, comment l'entourage et tout. Et donc, moi, j'y arrive hyper préparée, parce que toutes ces questions-là, évidemment, je me les suis posées. Et là, le psy pose plein de questions. Justement, est-ce que votre entourage, comment il le prend? Est-ce que vous allez être accompagné? Quelles sont les figures masculines autour de vous qui vont pouvoir relayer, entre guillemets, même si on ne peut pas relayer l'absence d'un papa, mais est-ce que vous avez, un papa, un beau papa, des frères? Oui, ouf. Je coche les cases, voilà. Et puis, comment vous voyez un petit peu la gestion dans l'organisation? Est-ce que vous allez avoir accès à une garde? Pardon. Non, pardon, mais c'est ce que je réagissais par rapport à ce que vous disiez par rapport aux hommes. Il y avait l'incitation vraiment à avoir des hommes autour de vous. C'est-à-dire que vous auriez, par exemple, à l'instar de vos amis, voulu juste... Être avec une femme, par exemple? Oui. Par exemple. Alors non, simplement... le psy, il était quand même très ouvert, puisqu'il m'a dit tout le temps, il faut qu'il y ait un tiers dans votre relation qui arrive pour que ça ne soit pas trop fusionnel avec votre enfant. Mais il n'y a pas de sexe dans le tiers. Oui, c'est ça. Non, il faudrait, c'était inconditionnel, qui ne s'est pas encore vérifié, mais normalement, il faudrait qu'il y ait effectivement un tiers qui vienne dans notre relation pour que ça ne soit pas trop collé serré avec l'enfant. Bon, voilà, c'était un conseil très avisé de la part du psy, il a raison. Voilà, après, la vie fait que tu rencontres ce tiers ou pas. Mais voilà, non, mais effectivement, ils sont très, très ouverts. Et puis, 70% de leur clientèle, que ce soit en Espagne ou en Belgique, sont une population homosexuelle, donc ils sont largement ouverts à ces questions-là. Et alors donc votre relation donc face à cette personne, donc à Bruges, vous avez donc très envie évidemment de devenir maman. Ça a été un long chemin, donc là vous êtes vraiment dans le côté bon on y va, j'y suis, etc. Mais sauf que vous vous retrouvez donc face à la situation de ça se passe comment, ça se passe quand, je le fais maintenant, et puis demain ça veut dire quoi, famille monoparentale? C'est ça. Alors moi j'avais vraiment réfléchi à toutes les questions, sauf la mort. J'avais balayé
comment ça se passe dans la vie de tous les jours. Est-ce qu'avec mon travail, ça va aller? Est-ce qu'avec mon entourage, ça va aller? Est-ce que je pourrais aller en vacances? Est-ce que je pourrais lui payer des études supérieures? Est-ce que, vous voyez, des questions très, très larges comme ça. Sachant que la plupart des couples qui ont des enfants ne se posent pas toutes ces questions. Exactement. Alors que quand toi, tu fais un enfant toute seule, c'est des questions ultra réfléchies. Et d'ailleurs, comme vous êtes en train justement de le souligner, moi, il y a une question que je n'avais pas soulevée, c'est, mais alors du coup, si je fais un enfant toute seule et que je meurs, qui s'en occupe? Alors, quand on a un couple, on se pose encore moins la question, je pense. Moi, malheureusement, je ne me l'étais pas posée. Et il se trouve que j'ai eu une tumeur au cerveau 4-5 ans après. Ouais, wow. C'est dans la BD aussi. Ouais. Et du coup, cette question, elle est devenue carrément concrète, puisque tout d'un coup, l'assistante à l'hôpital Lariboisière m'a demandé d'écrire mon testament au cas où, pour gérer la tutelle de ma fille, la dissolution de ma société, mes biens, voilà. Donc, ça, par exemple, comme aspect, c'est pas si évident. Et je trouve ça assez dur, d'ailleurs, qu'on nous impose d'y réfléchir autant, nous, maman solo, alors que, voilà, je pense pas que dans les maternités, dans les cours d'accouchement ou quoi, on vous pose ce genre de questions, quoi. Absolument voilà. pas. Voilà. Absolument pas. Enfin, c'est juste un aspect, hein, faut pas... c'est... Donc, vous tombez enceinte? Ouais. Alors, il y a 2 inséminations qui se passent pas. Ouais. Ça marche pas les 2 premières fois. Et ce qui est drôle, c'est que comme je suis un petit peu fatiguée par tout ce protocole médical, et puis c'est un petit peu lourd, c'est un peu contraignant et tout, je décide au 3e cycle de partir en Inde pour me reposer un peu et prendre 3 semaines de vacances pour me ressourcer. Et voilà, exactement. Bon, ok, très bien. Donc, je pars en Inde. Et puis quand je reviens, je rappelle Bruges en disant, voilà, je suis prête pour le prochain cycle. Et là, ils me disent, ah ben non. Ah non, vous avez montré que vous n'étiez pas vraiment motivé, en fait, donc vous sortez du protocole. Mais comment ça En fait, la moindre incertitude vous est fatale, finalement. Exactement. Et donc, je dis, mais c'est pas possible, je vous jure que je suis extrêmement motivée. Je suis juste partie parce que j'avais besoin de me ressourcer physiquement et de reprendre un peu de force. Ouais. Et voilà, je suis vraiment... Voilà, il se trouve que voilà, je suis pas extrêmement diplomate. Donc le call ne se passe pas hyper bien et c'est ma maman qui vient avec moi à la 3e insémination pour les convaincre en leur disant mais non, je vous jure, ma fille en fait elle a vraiment envie de devenir maman. Ouais, c'est ça, calme-toi, elle me met des coups de ne dis rien, voilà. Et ça se passe et la 3e insémination, ça marche, voilà. Donc victoire, voilà, ça marche et effectivement 9 mois après ma fille naît et là l'aventure, la vraie aventure finalement, parce que ça ce ne sont que les balbutiements d'une fabrication plus ou moins atypique, mais après, il y a la vraie vie de tous les jours. C'est ça, la vraie vie de maman solo. Et c'est là que tout commence. Alors, malheureusement, le temps presse, donc je ne peux pas parler de tout. Et puis, de toute façon, je ne vais pas la divulgacher, cette fameuse BD. Il faut tout simplement la lire. Mais juste, pourquoi avoir eu la nécessité, tout simplement, de l'écrire sous forme de BD aussi? Ah oui, alors, 2 questions en une. Sous forme de BD, c'est l'éditeur, pour être très honnête, qui a trouvé le projet très intéressant et m'a dit... Écoutez, on a une ligne graphique, ce serait plus sympa de le présenter sous forme de BD parce que c'est vrai, très réussi. Et puis c'est vrai, c'est plus léger. Et moi, j'avais vraiment envie de donner ce ton. Alors, plusieurs raisons. La première raison, pour être très honnête, j'avais envie de laisser une trace à ma fille Ness et qu'elle ait son histoire écrite noir sur blanc, quoi qu'il arrive. Voilà, qu'on personne ne lui raconte autre chose, si jamais... C'est ça la vie, voilà. 2, j'avais très envie, je ne sais pas si vous vous rappelez, il y a 10-12 ans, il y avait quand même beaucoup de manifestations dans la rue de gens en rose qui étaient contre le mariage pour tous et contre la PMA. Et donc, j'avais aussi envie de montrer à ces gens-là que c'était une vraie histoire d'amour, que c'était pas un acte si... mauvais que ce qu'ils avaient envie d'en décrire. Voilà. Donc ça, c'est la 2e raison, essayer d'ouvrir un petit peu le discours. Et la 3e, c'est que moi, quand j'étais enceinte, j'ai cherché des bouquins sur la monoparentalité qui racontaient un peu mon parcours, ou en tout cas qui pouvaient s'en rapprocher, quelque chose de similaire et tout. Et j'ai rien trouvé, parce qu'à chaque fois, les femmes monoparentales, enfin, en tout cas les mamans solo, sont des gens qui ont subi la situation, qui ne l'ont pas choisi, donc ça change complètement la donne. Oui, il y a qu'un suivi, parce que le monsieur... Non, mais parce que le papa, il est parti, ils se sont séparés, ils ont divorcé, ou il est décédé. Vous voyez, ce sont des situations subies, c'est-à-dire qu'elles ne se sont pas réveillées un matin en se disant « Tiens, je vais être maman solo ». C'est très différent de le subir que de le choisir. Il y en a, mais disons que ce n'est peut-être pas la plupart, c'est ça que vous voulez dire. Oui, c'est ça, mais ce que je veux dire, c'est que ce n'est pas la même approche. Et du coup, dans tous les bouquins qu'on lit sur la monoparentalité, à chaque fois, ça commençait par « Il faut faire le deuil de votre relation pour ne pas transférer sur votre enfant ». Moi, je n'avais pas du tout de deuil de relation à faire. Moi, j'étais vraiment juste... Je ne l'ai pas fait contre quelqu'un, vous voyez ce que je veux dire, voilà. Ah oui, je comprends. En tout cas, je vous recommande la BD en question. L'auteur qui est avec nous sur ce plateau, Élodie Laloum. Jennifer Pierce, c'est ça? Oui, tout à fait. Voilà, c'est mon illustratrice en Belgique.
une super nana, une maman de 3 enfants et qui a fait vraiment un travail brillant, qui a un trait qui ressemble beaucoup à Margot Motin et voilà, qui a fait un super travail. C'est sa BD et je la félicite. Et maintenant, c'est à vous, cher Brandon, pour votre chronique et avant. Cette semaine, Brandon, vous revenez sur l'histoire des incontournables classes de neige. Exactement, c'est l'occasion ou jamais d'en parler, puisque en ce mois de mai, on célèbre les 70 ans de l'officialisation des classes de neige par le ministère de l'Éducation nationale, c'était en 1953. Mais il faut un peu rembobiner en arrière, 3 ans, pour un peu comprendre l'origine de ces classes de neige. On doit ce nouveau type de séjour à une institutrice française, parisienne, mademoiselle de Muller de Schongauer, qui, en mars 1950, décide d'offrir une opportunité unique à ses élèves de primaire. Alors, c'est encore quelque chose d'officieux à ce moment-là, il faut le dire. Cette enseignante est enseignante, du coup, dans le cours privé Victor Hugo à Paris. Elle songe en fait à un projet qui permettrait à tous les élèves, même issus des classes les plus défavorisées, de pouvoir partir à la montagne pour apprendre dans un cadre très différent. Au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, il faut savoir que l'heure est à la reconstruction de l'école et au redressement de la nation. Les hommes politiques et les professionnels de l'éducation physique et sportive axent leur discours sur la santé et l'hygiène. On incite à faire plus de sport. Il faut savoir qu'à cette époque, les sports d'hiver ne s'adressent qu'à une toute petite élite, donc forcément pas accessible notamment aux Parisiens. Mademoiselle Muller de Schongauer a travaillé longuement avec les psychologues à l'époque. Elle a compris l'intérêt pour ces jeunes bambins qui tireraient bénéfice de ce séjour à la montagne, pour leur bien-être évidemment et pour leur épanouissement. Après avoir convaincu le directeur d'école, c'était déjà pas une mince affaire, une autre étape était encore plus difficile puisqu'il fallait maintenant convaincre les parents d'élèves, parce que forcément ce séjour c'était 3 semaines de vacances, enfin de vacances de travail, mais 3 semaines de départ, et les parents n'étaient pas du tout habitués à laisser leurs enfants partir, sachant que les colonies de vacances à ce moment-là n'existent que depuis la fin du 19e siècle et surtout destinées aux populations les plus aisées. C'est long pour les parents comme pour les enfants. Exactement, c'est très très long et surtout pour les parents, ils sont un peu inquiets et ça a suscité justement de nombreuses interrogations. Mais pour ce premier voyage qui dit station à la montagne dit piste de ski, mais là c'est pas le cas parce que le programme dans ce séjour est assez classique. Il n'y a pas vraiment grand-chose qui change par rapport à ce qu'on peut faire à l'école. C'est juste le décor qui change. Les élèves ont cours la journée et après, s'ils sont sages, en fin d'après-midi, ils peuvent faire de la luge ou faire des batailles de bonhommes de neige. Et voilà, c'est tout. À ce moment-là, c'est un séjour assez officieux et sans le savoir, mademoiselle Muller de Schongauer invente les classes de neige. Et alors justement, est-ce que ces fameux séjours en classe de neige vont rapidement évoluer ? Ça va exploser. 3 ans plus tard, 1953, ça se passe dans l'école communale de Vanves, dans le département des Hauts-de-Seine, en région parisienne. L'idée vient du docteur Max Forestier, il est médecin inspecteur de l'école, c'est le pionnier en France des rythmes scolaires. Il avait déjà mis en place différentes expérimentations pédagogiques. L'éducation nationale est convaincue après moult péripéties et moult discussions en 1953 qui officialise donc ces premières classes de neige, mars 1953. 32 écoliers de classe de CM2 partent un mois. On évolue, on passe de 3 semaines à 1 mois. Ils partent en Savoie, à la station d'hiver de La Féclasse, près de Chambéry. Et pour ce premier séjour, les matinées sont consacrées aux exercices intellectuels et les après-midi à l'éducation physique avec une sieste aux alentours de 13h, une seconde sieste vers 16h et la reprise de l'école de 17h à 18h sans devoir à la maison, sans devoir au chalet. Donc on invente quelque chose de nouveau. Au départ, le but de ce médecin est surtout d'enrichir les liens entre les professeurs et les élèves. Le médecin voit cette expérience comme quelque chose de régénérateur, mais les classes de neige à ce moment-là ne sont qu'à leur balbutiement. On pratiquait certes le ski en 1953, mais il n'y avait pas de téléski ni de télésiège et les remontées des pistes se faisaient soit à pied ou à l'aide d'un tracteur. Donc il fallait appeler le fermier du village pour demander à chacun des élèves qui pouvaient monter. Et l'instituteur qui accompagnait ce médecin pour ce premier séjour, le médecin dira « Jamais ces élèves n'ont été aussi détendus et appliqués pendant les heures de classe ». Donc on invente quelque chose de nouveau et qui plaît. Et donc le succès est au rendez-vous. Alors la pratique va exploser très rapidement. Toutes les écoles, forcément, veulent partir en séjour à la montagne. Vous imaginez bien aussi que les responsables des stations ont tout intérêt à faire venir les élèves. Ils déballent le tapis rouge à toutes les écoles qui souhaitent se rendre à la montagne. Parce qu'un enfant, forcément, qui découvre le ski avec ses professeurs, avec ses instituteurs, est un enfant qui demandera
de revenir une seconde fois. Donc forcément, on comprend le commerce à ce moment-là. Entre les années 1950 et 1995, on peut dire que c'est l'âge d'or des stations, des classes de neige. Des dizaines de milliers et milliers d'enfants découvrent les Alpes et attrapent le virus de la glisse. Et comme les chiffres parlent d'eux-mêmes, Virginie, je propose de regarder quelques exemples. 1953, 32 élèves. 1965, on est déjà à 35 000 élèves qui partent en classe de neige. 1980, 110 000. Et l'année la plus importante, c'est 1995, 140 000 élèves partent à la montagne pour faire du ski. Le succès de ces classes à la montagne a un effet boule de neige, on peut le dire, hein, c'est la vérité, puisque à la fin des années 50, les stations commencent à accueillir des groupes scolaires hors saison hivernale qui donnera naissance aux premières classes vertes. Elles seront suivies en 1964 sur le littoral par les premières classes de mer. Et tout ce beau succès finira malheureusement par décroître avec le temps, puisqu'aujourd'hui elles sont vraiment en perte de vitesse, malheureusement. Ce qui est bien dommage, effectivement, à la fois pour la montagne, à la fois pour les petits écoliers des grandes villes qui ont besoin de... Vous avez marqué, vous, votre première... Moi, j'ai adoré ça, ouais, mais pour se reconnecter à la nature, effectivement, et à la montagne, tout simplement. Je vais y arriver aujourd'hui. Merci en tout cas, Brandon. Tout de suite, c'est l'heure de découvrir l'invité de la semaine de Malika Ménard dans Souvenirs d'écolier. Bonjour à tous et bienvenue dans Souvenirs d'écolier. Chaque semaine, je reçois une personnalité qui se confie sur son enfance et sa scolarité. Et avec moi cette semaine, Rachel Legrin-Trapani. Bonjour Rachel. Bonjour Malika. Alors, tu es une ancienne reine de beauté, tu as été élue en 2007. Oui, ça fait un petit bout de temps. Soit 3 ans avant une certaine Miss Calvados. Je ne sais pas si tu vois de qui on parle. Je ne vois pas du tout de qui tu parles. Ça fait rire beaucoup ici à School TV, à la rédaction, ce titre de Miss Calvados que j'ai eu il y a longtemps. Tu as fait pas mal de télé. On t'a vu d'abord sur Game One, puis L'équipe, en passant par Énergie 12. On t'a retrouvé aussi sur M6, Pékin Express. Et puis tu es aussi influenceuse, on peut le dire. On peut le dire, oui. Est-ce qu'il y a d'autres projets dont tu as envie de parler ? J'ai monté mon podcast aussi, mais là... Comment il s'appelle ? Alors, c'était Apéro Potin. Ouais. Donc là, on est sur un nouveau projet, donc, qui verra le jour en septembre. Septembre, ok. Mais... Et je suis aussi en train d'écrire un petit bouquin. Mais non, sur quoi ? Un peu sur ma vie, mais en donnant des petites astuces et des petits conseils. Sur le côté maman un peu ou pas du tout ? Ouais. Côté maman et famille recomposée. Voilà. Et là, justement, on va parler de la famille un peu plus tard, mais d'abord, on va parler de ta famille à toi dans l'enfance. On va faire un petit flashback. Ah ouais, là, on va retourner en arrière. On va retourner dans le Nord. Oui. Où tu es toujours d'ailleurs, où tu vis toujours. On revient toujours à ses racines, alors attention, le Calvados, c'est pour bientôt. Non. On ne sait jamais. T'es née à Saint-Saulve. Oui. Et c'est à côté de Valenciennes. Voilà. Ton enfance là-bas, ça s'est passé comment ? Alors, j'ai eu une enfance plutôt heureuse. Je vivais près de Valenciennes aussi, dans un petit village qui s'appelait Condé-sur-Escaut. Ça, je ne savais même pas. Condé-sur-Escaut. Voilà. Okay. Et mes parents se sont séparés, j'étais très très jeune, j'avais peut-être 5 ans. Et du coup, ma mère travaillait, elle était caissière à Continent, donc à l'époque de Carrefour. Et donc, bref, elle avait des horaires où elle terminait tard. Et j'étais tout le temps chez ma grand-mère maternelle, souvent, du coup. Et j'ai été la chouchoute de ma grand-mère. Et du coup, qui habitait dans la même petite ville que nous. Et moi, les souvenirs, quand on demande de mon enfance, c'est ma grand-mère, c'est ses plats, c'est ses petits plats italiens, c'est son accent chantant. Tu sais cuisiner, toi aussi grâce à elle, du coup, elle m'a appris tout ça. Et pour le coup, elle m'a vraiment... T'étais enfant unique à ce moment-là ? T'avais pas encore tes 2 autres frères. Jusqu'à quel âge ? Alors, du coup, ma mère a rencontré son nouveau mari quand j'avais 6 ans à peu près. Mais du coup, ils se voyaient parce que lui vivait sur Marseille, donc il faisait les allers-retours Marseille. Il est venu vivre dans le Nord pour ta maman ? Ouais. En fait, il était gendarme. C'est un peu les ch'tis, quoi, lui. Ouais, voilà, c'est ça. Mais à la base, il est originaire du Nord. D'accord. Mais il vivait sur Marseille. Et donc, du coup, il faisait les allers-retours. Donc, il y a eu mes petits frères qui sont nés. Malgré ça, ils continuaient... Sans qu'ils vivent dans le Nord. Ouais, en fait, c'était compliqué dans le sens où quand tu es dans la gendarmerie, tu peux pas dire demain, il faut demander sa mutation. Et c'est assez long. Et du coup, il a demandé sa mutation. Mais ça a pris au moins 2-3 ans.
Ah, donc ça veut dire que les premières années, il n'avait pas ces garçons au quotidien? Non. Donc c'était assez compliqué et du coup j'étais avec donc il y en avait qu'un pour l'instant. T'avais quel âge? J'avais avec mon frère. Quand mon premier frère est né, j'avais 8 ans. D'accord, ok. Donc petite fille toute seule jusqu'à 8 ans. Ouais. Premier petit frère, t'aidais ta maman, j'imagine? Oui, comme dit, je jouais à la poupée. Ouais, mais à 8 ans, on est quand même en âge de rendre un bon coup de main. Ah oui, aussi. Complètement. Et le deuxième petit frère, il arrive à quel âge? 2 ans après, donc j'avais 10 ans. Et là, on avait du coup emménagé tous ensemble en Picardie. Parce que du coup, il avait demandé sa mutation dans le Nord, mais il a atterri pas à Valenciennes, mais du coup en Picardie à Saint-Quentin. Et c'est d'ailleurs Miss Picardie qui l'a remporté comme titre. Voilà. Donc la Picardie m'a porté bonheur quelques années après. Être l'aînée, être une fille de 2 garçons, est-ce que c'est pas un rôle un peu compliqué? En fait, je suis entourée de garçons. J'ai eu 2 frères, j'ai 2 garçons maintenant. Et du coup, quand on me disait que j'avais des garçons, ça me rassurait parce que je suis habituée aux petits mecs. Mais c'est vrai que je sortais moins que mes amis à l'époque. Je pouvais pas trop traîner parce que je devais m'occuper de mes petits frères. T'étais proche d'eux en grandissant? Ouais, surtout à l'époque où je m'occupais d'eux et quand j'étais encore à la maison. Pendant 10 ans, en fait, en gros, t'as vécu avec eux. Entre 10 et 8 ans. Et aujourd'hui, vous avez quel lien? On est toujours très très proches. D'ailleurs, on part en vacances ensemble dans 3 jours. On aime bien se réunir comme ça encore assez souvent et on en profite dans ces moments-là. C'est déjà la fin de ce numéro. On se retrouve demain, toujours en compagnie de Rachel Legrin-Trapani pour la suite de Souvenirs d'écoliers. À demain. Merci Malika. Tout de suite, c'est le meilleur de School TV avec le ZAP. Qui est la question du regard des autres. Gentiment, vous les surnommez mamie et tonton, mais au fond, c'est un peu tout le monde. Il y a beaucoup d'idées reçues. Et c'est, au fond, une des premières choses qui est dure à vivre quand on découvre qu'on va devoir manger sans gluten ou que son enfant va devoir manger sans gluten. Oui, en fait, manger sans gluten, c'est manger différemment. Et être différent, c'est quelque chose de compliqué un peu partout dans le monde, mais plus particulièrement, je crois, en France, où être différent, avoir une particularité, surtout alimentaire, c'est vécu comme quelque chose de différenciant, on doit faire un effort pour quelqu'un, on doit faire quelque chose à part, et c'est pas très bien vécu. C'est un peu comme si c'était du communautarisme, et ça c'est un gros mot en France. Voilà, c'est pas une bonne chose. Donc du coup, on part pas avec un avantage, et en plus le mot régime sans gluten est assez c'est pas super négatif. positif. C'est pas très positif. Vous dites qu'en anglais ça sonne mieux. Oui, mais après, gluten free, libre du gluten, il y a un côté. Mais après, ça n'empêche pas qu'en Espagne, en Italie, où c'est sin gluten, senza gluten, ça n'empêche pas les gens de manger sans gluten et de pas avoir moins de problèmes qu'en France pour manger sans gluten. D'après le rapport du député Robin Reda, le nombre de médecins scolaires a baissé de 20% en 10 ans. Ça vous semble plausible ou c'est peut-être même sous-estimé ? Alors actuellement, nous, les derniers chiffres qu'on a du ministère sont de 800 médecins pour 12 millions d'élèves. 800 médecins, sachant que dans ces 800 médecins, il y en a une petite centaine qui sont en détachement, c'est-à-dire qu'ils ne sont plus en poste à l'éducation nationale, ils sont dans d'autres services publics. Donc on est à peine 800 en fait, et on n'a pas une visibilité très précise des équivalents temps plein, c'est-à-dire qu'au final, sur le nombre de temps plein, on est, je pense, en dessous de 700 ou autour de 700 équivalents temps plein, donc c'est vraiment très très peu, et ça on savait le prédire déjà il y a une dizaine d'années, parce qu'on a une pyramide des âges qui nous montrait qu'on allait avoir une grosse cohorte de départ à la retraite, ce qu'on est en train de vivre actuellement, et on ne recrute pas, c'est ce que vous avez dit dans votre annonce tout à l'heure, c'est-à-dire que le concours ne recrute pas assez de jeunes médecins pour venir remplacer les départs. C'est la même équation, Valérie Wolf, pour les infirmières. On a l'impression qu'il y a un problème d'attractivité concernant le métier d'infirmière scolaire. Tout à fait, on le voit dans les chiffres. Alors moi, je n'ai pas tout en tête, mais par exemple, il y a quelques années, on pouvait éventuellement voir des prorata de... Alors nous c'est par académie, donc sur Strasbourg, avoir par exemple 9 postes avec 150-200 candidats. Actuellement, je crois que cette année, c'est 9 postes et je crois qu'il y a eu 40 ou 45 candidats. Donc on voit bien qu'il y a une baisse terrible. Et puis en plus, moi je constate au travers de ma fonction de secrétaire académique des départs en fait.
les collègues arrivent mais ne restent pas. Donc en fait, on est tout le temps dans un turnover. Moi, je vais en réunion, j'ai l'impression de ne plus retrouver les mêmes têtes, de voir des collègues Valérie, partir. C'est-à-dire concrètement, il reste combien de temps? C'est très difficile parce que nous, les anciennes, on va dire qu'on reste parce que finalement, on a un attachement à notre métier et puis finalement, forcément, une sorte d'harmonisation entre notre vie personnelle et notre vie professionnelle. Mais des toutes jeunes, actuellement, elles vont rester 1 ou 2 ans et après, elles vont se retourner vers d'autres employeurs, soit se mettre en détachement, soit se mettre en dispo. Donc, c'est très aléatoire. Donc, plus elles sont jeunes, moins elles restent. Voilà pour le Zap, c'est la fin de ce grand JT. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Canal 247 sur les Freebox et schooltv.com pour bien sûr revoir toutes les émissions. Vous pouvez écrire à Brandon. Est-ce que vous répondrez, Brandon? Avec grand plaisir. Voilà, bien sûr. Maintenant, vous allez pouvoir avoir un petit dédicace de Brandon, peut-être si vous êtes sympathique. Le réalisateur, vous pouvez aussi lui écrire, Raphaël Morel. Je suis sûre qu'il sera ravi de répondre aussi. Le son, Saïd Mamou, pareil. Maquillage, Corinne Amel, en plus, elle est ravissante. Et Maguessel et Agathe Delannoy, vous envoyez tonnes de cœur et d'amour. Également ravissante. Exactement. Ce que je fais chaque jour auprès d'elle. Merci à vous tous. Ciao.